Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la 8e vidéo bilan de la saison 2020-2021. Cette fois-ci, on va parler de Caio Henrique, la recrue surprise de Paul Mitchell, joueur brésilien qu'on ne connaissait absolument pas et qu'on a pu découvrir tout au fil de cette saison. Et pour moi, c'est vraiment une très très bonne surprise, surtout quand on voit les latérales gauche qu'on avait eu ces dernières années. Là, il y a un gros écart qui a été fait. On a enfin un latéral gauche un peu digne de ce nom. Sa saison, du coup, c'est quand même 36 matchs pour une première saison, c'est vraiment très très bien. Preuve que vraiment, il n'y avait pas énormément de concurrence à ce poste aussi, car il s'est clairement imposé comme le titulaire du poste. Ballo-Touré est très loin derrière, même si Dibé a essayé un peu au début de la saison avant de vite retourner de l'autre côté, voir en tant que défenseur central. Voilà, ça on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Concernant Caio Henrique, 36 matchs, 2655 minutes jouées cette saison. C'est le sixième temps de jeu, forcément. Utilisé à 67% par Kovac sur les 44 matchs qu'il a eu cette saison. Niveau statistique, c'est aucun but, mais 4 passes décisives quand même offertes. Et surtout, aucun carton jaune. On y reviendra tout à l'heure. C'est un joueur qui fait très très peu de fautes au final. Concernant les statistiques, quand il est présent sur le terrain, 21 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Et il faut savoir que du coup, c'est avec Diop, qui avait exactement les mêmes stats, le deuxième joueur qui rapporte le plus de points quand il est sur le terrain. Concernant du coup ses titulations, il est 28 fois titulaire, 10 fois il sort. C'est vrai que c'est un des joueurs qui était assez remplacé sur les fins de match pour laisser du temps de jeu à Ballo-Touré, bien sûr. Il a été sur le banc 10 fois, il est rentré 8 fois sur ces 10 matchs-là. Absent au tout début de saison, quand il est arrivé très rapidement, il était à l'infirmerie pour 4 matchs avant de revenir et du coup de s'imposer très très rapidement. Concernant son positionnement sur le terrain, bon forcément c'est un latéral de gauche, piston gauche, même cette saison, son temps de jeu est quasiment entièrement sur ce poste-là. Un match où il a joué comme défenseur central dans la défense à 3 très catastrophique. On a pu voir que du coup, c'était vraiment pas son point fort. Et puis on y reviendra. La défense, c'est pas non plus son atout principal, dira-t-on. Et quelques bouts de match, sinon en tant que milieu gauche, 423 minutes quand même. Sur la hitmap, on peut voir, comparé à la vidéo que j'ai fait juste avant sur Aguilar, que c'est un profil quand même qui est beaucoup plus offensif. On a beaucoup plus de présence dans la surface ou vraiment dans le dernier quart du terrain adverse, là où Aguilar était un peu plus bas sur le terrain. Voilà. Concernant ses autres statistiques, et c'est là qu'on peut voir des fois que les statistiques ne montrent pas tout. On pourrait croire que c'est un joueur qui est plutôt moyen, alors que Enrique nous fait une très bonne saison et qu'il est un peu au-dessus de la moyenne, mais voilà, ses statistiques sur son hexagone sont assez basses. Le gros atout, on peut voir là où il est très bien placé, c'est sur le nombre de fautes. Il est tout simplement le 14e joueur sur les 14 joueurs qui ont le plus joué à avoir fait le plus de fautes. Voilà, 0,4 par match, ça fait à peine une faute tous les 2 matchs réalisés, vraiment très très peu, voilà, joueur très très propre. On peut dire ça, malgré un nombre de tacles quand même assez important, hein, on peut le voir, puis ça fait partie des joueurs qui taclent le plus sur le terrain. Par exemple, pour toutes les autres caractéristiques, hormis sur les frappes, forcément, les pistons sont vraiment très très loin des cages et ont plus de mal à avoir des frappes dans les matchs. Toutes les autres stats, il est vraiment sur la moyenne de l'équipe. Là où il pourrait travailler un peu plus, c'est le domaine aérien, même si pour les pistons là au corps, c'est vraiment pas forcément un atout nécessaire pour eux, mais surtout sur le nombre d'interceptions. Il est très très bas, assez peu d'interceptions réalisées, 0,7 par match. S'il pouvait progresser sur ce point-ci et recoller un peu plus à la moyenne, ça nous ferait vraiment un très très bon latéral gauche. Concernant ses notes, du coup, comme vous pouvez le voir, début de saison, il est absent. Il arrive déjà à partir du match de Metz. Il n'est pas là pour le premier match. Il signe après. Tout de suite, il va du coup à l'infirmerie et il faut attendre du coup le match contre Montpellier pour leur faire son premier match. Derrière, il enchaînera du coup de très très bonnes performances qui le désigneront directement titulaire. Il sera même très rapidement homme du match contre Nice. Avant de redescendre un petit peu sur les matchs justement à enjeu. On a pu le voir, très mauvais match contre Lille, je vais arriver à le dire, contre Lille, contre Marseille derrière. On enchaîne aussi contre Dijon et Saint-Etienne, c'est très compliqué. C'est le moment où on s'est dit peut-être que la recrue ne valait pas bien mieux que les autres recrues qu'on avait pu faire à ce poste-là. Vraiment des difficultés dès que l'adversité était trop importante, dès qu'il y avait vraiment un ailier de haut niveau. On a pu voir que défensivement il y avait des problèmes, surtout cette période-là. Heureusement, très très rapidement il s'est repris, et surtout une période où il a inscrit 3 passes décisives en l'espace de 4 matchs de bonnes performances et vraiment un très bon niveau affiché sur quasiment jusqu'à la fin de saison.
C'est plus vraiment sur le dernier quart de la saison, les 8 derniers matchs où on sent vraiment, on peut le voir par rapport à ses notes et par rapport à sa courbe, elle est beaucoup plus basse. On a senti du coup que c'est plus compliqué physiquement, je pense qu'il a pêché aussi, parce que ça fait un moment qu'il n'avait pas autant joué, il avait une grosse pause avec l'Atlético de Madrid la saison d'avant. Et je pense aussi que la blessure face à l'OL en coupe, même s'il est revenu sur le terrain et qu'il a participé aux autres matchs derrière, lui a fait du mal. C'est quand même un sacré coup qu'il a pu recevoir. Et je pense que ça a laissé quelques séquelles. Concernant sa notation par les médias, il est plutôt bien noté. L'équipe le met cinquième, quatrième pour Twitter, pour les gens qui votent sur les matchs quand je le demande. Les statistiques le mettent un peu plus bas, 10 et 8e, et 7e pour Nice Matin, ce qui lui fait une moyenne générale de 5,88 et qui le passe 5e de l'effectif de l'Est Monaco cette saison. Concernant ces gros matchs vraiment à retenir, son match à Nice, comme j'ai dit, mais surtout l'enchaînement avec le match contre le Paris Saint-Germain, ce 3-2, hein, où on fait une remontada sur la deuxième mi-temps, où il fait vraiment un très très bon match. Donc pour moi, voilà, c'est deux matchs à retenir, ainsi que celui à Nantes. Et justement, le match à Nantes, c'est son seul match où il a été élu monégasque du match. Il a reçu la meilleure note moyenne par la média. C'est arrivé qu'une seule fois cette saison. Et à l'inverse, une seule fois, lors de la victoire en Coupe de France à Lyon, il a été le joueur qui a reçu la moins bonne note. Après, avec un 5, ça reste une très très bonne note pour un plus mauvais joueur sur un match. Quand son positionnement sur les notes, vous pouvez le voir très rarement comme dans le top 3, beaucoup plus dans le top 5. Ça fait quand même que 50% de ses matchs, il fait partie des 5 meilleurs joueurs sur le terrain, c'est quand même assez honorable. Par contre, voilà, la fin de saison, lui aussi, lui fait mal un peu comme Aguilar, beaucoup de matchs moyens, voire mauvais, et qui le fait avoir 7 notes dans le flop 3, donc dans les 3 joueurs les moins bien notés sur le match. Concernant son classement général, donc forcément il arrive tardivement dans ce classement à partir de la septième journée. Très très rapidement il enchaîne les bons matchs, comme on l'a dit, pour arriver jusqu'en tête, où il y restera que 2 journées. Il sera le meilleur joueur de la saison à ce moment-là. Bon, avec très peu de matchs, hein, donc forcément c'est beaucoup moins significatif que les autres joueurs à ce moment-là de la saison. Avant de redescendre un petit peu sur la période que je disais, les matchs un peu en jeu. Le reste de la saison, il reste très très bon, il reste à un très bon niveau. On peut le voir qu'il est toujours dans le haut du classement avant de redescendre sur la fin de la saison. Un peu comme tout l'effectif, hein. On peut le voir, les derniers matchs ont été beaucoup plus compliqués. Même si on enchaîne des victoires, elles sont plus poussives, plus dures. On n'est plus dans la période où on enchaîne des clean sheets et on inscrit 3 voire 4 buts à nos adversaires. Au final, il finit donc 5ème avec 5,88, comme je le disais. Concernant le bilan de sa saison, du coup, une saison vraiment pleine avec 36 matchs effectués, du coup, comparé à la saison précédente, où avec Rémi, il avait fait que 2 matchs. Alors, je rappelle que il était prêté à des clubs brésiliens, c'est pour ça que du coup, on n'est plus sur un système avec une saison sur 2 années, mais sur une année pleine. Il a été du coup prêté en 2019 à Fluminense, où il fait vraiment une saison très très complète, 55 matchs sur toute l'année civile. Il revient à l'Atlético en janvier 2020, où il ne peut pas jouer avec l'Atlético parce qu'il n'est pas inscrit. Et donc, du coup, il faut attendre le mois d'avril avant qu'il soit reprêté pour vraiment la toute fin de saison aller de Grêmio, où il effectuera du coup 2 matchs avant de revenir à Atlético au mois de juin et d'être du coup vendu quelques mois plus tard à l'AS Monaco. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit creux sur l'année 2020 où il effectue que 2 matchs. Bien sûr, 2 matchs jusqu'à janvier, parce qu'après, c'est en 2020, il joue avec l'AS Monaco. Au pouvoir niveau des statistiques, 4 passes décisives, c'est le mieux qu'il a réalisé en tout cas sur ces dernières années. Rarement buteur, hein, il a mis 2 buts dans sa saison en 2019, c'est pas non plus un profil très très avec beaucoup de statistiques, comme c'était le cas déjà avec Aguilar. On est sur des cas de pistons qui sont vraiment très très écartés, qui rentrent rarement dans le cœur du jeu. Même si au niveau des passes décisives, là aussi, on a un peu comme le cas de Aguilar, où on souhaiterait quand même qu'il y ait un peu plus de centre correct, un peu plus de rentrer un peu plus dans le jeu. Concernant sa valeur, il est actuellement évalué par Transfermarkt à 12 millions d'euros. En début de saison, il valait 1,2 million d'euros pour le site allemand. Bon, sachant que nous, on l'avait quand même acheté 8 millions d'euros. Je pense surtout que c'était un joueur qui avait très peu d'informations dessus. C'est pour ça que sa cote était vraiment très très basse. Très très belle montée, très très belle plus-value forcément réalisée cette saison, à x10, même assez beau. Il est largement aussi au-dessus de la valeur qu'on l'a acheté, et on sait très bien que si on le revendait maintenant, on le vendrait largement plus que 8 millions, donc vraiment une très très belle trouvaille de la part de Mitchell. Concernant maintenant mon avis personnel sur Enrique, pour moi, c'est une très belle surprise. C'est un joueur qu'on connaissait absolument pas, et moi en particulier, que je connaissais absolument pas. Ça fait plaisir de voir enfin un latéral gauche digne de son nom, parce que ces dernières années, c'était assez compliqué. Après, je ne m'enflamme pas comme beaucoup en disant que c'est la meilleure latéral gauche qu'il y a eu cette saison, par exemple en Ligue 1, que c'est
un excellent joueur. Pour moi, c'est un très bon joueur qui fait une première saison très correcte. Mais j'irai pas jusqu'à m'enflammer plus que ça. Mais ça reste quand même une première saison d'adaptation à la Ligue 1, à l'Europe aussi, parce qu'il a quand même énormément joué au Brésil et peu en Europe. Et c'est quand même très très bon sur le terrain. Bien sûr, c'est un joueur que je dois absolument conserver, sur lequel je veux m'appuyer l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, il peut être encore meilleur que ce qu'il a pu nous faire voir cette saison. Pour moi, c'est un joueur qui est très bon offensivement, qui apporte beaucoup. Certes, c'est pas un centreur, il déborde pas énormément sur sa ligne pour centrer ensuite. C'est plus un joueur qui participe au jeu, qui va rentrer dans le jeu et combiner avec les attaquants pour venir vers la surface. Délivrer de très belles passes décisives, hein, parce que du coup, il y en a quand même 4 cette saison, 5 même si on compte celle de Ben Yedder où son but avait été refusé parce qu'il y a eu un penalty sifflé. Donc, voilà. Après, défensivement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Certes, il fait très peu de fautes, mais souvent, quand il est face à lui, vraiment un vrai ailier, un pur ailier, très bon, technique, rapide, c'est compliqué. C'est sur les matchs en jeu, on a pu voir que c'est là où il était moins bon. Ça peut être dangereux pour la Coupe d'Europe. On l'a même clairement vu dès qu'il a été mis défenseur central, bah, du coup, qu'il y avait des lacunes en tant que défenseur, que c'était absolument pas un poste sur lequel il faut mettre. Il faut pas compter sur lui sur la défense à 3. Clairement, il faut l'utiliser comme piston. J'espère du coup que son coup de mou sur la fin de saison est surtout dû au fait qu'il n'avait pas fait des saisons aussi pleines depuis quelques temps, et du coup qu'il a relâché un peu, que la blessure contre Lyon aussi a joué pour le revoir la saison prochaine et qu'il continue à être aussi performant aussi longtemps, parce que là ça va être une saison aussi à 50 voire 60 matchs qui nous attend, si on fait un bon parcours en Coupe d'Europe, sachant qu'on attaque très très tôt avec les barrages et le tour préliminaire. Voilà, je vais m'arrêter là sur Enrique, parce que la vidéo commence à être un peu trop longue sinon, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire sur cette recrue qui est vraiment très très intéressante, il faut l'avouer. Du coup, bah, on se retrouve très très rapidement pour une vidéo bah, sur le Captain cette fois-ci. Allez, salut!